c'est vendredi et c'est l'heure de votre émission La Grande Interview. Aujourd'hui, ce n'est pas un homme politique que nous allons recevoir, mais c'est un acteur de la société civile, quoique ancien ministre de Burkinabé. Il va nous dire la fonction qu'il a tenue précisément, on va revenir dessus. Et puis, vous savez que c'est l'heure que tout le monde parle des États-Unis, parce que c'est la première fois qu'un président américain a décidé de réunir autour de lui tous les chefs d'État de l'Afrique. Et il y a des exceptions qui ne sont pas venues, que ce sont des parias. Il y a Robert Gabriel Mugabe du Zimbabwe, il y a Isaias Afwerki de l'Érythrée et, bien sûr, ça devait surprendre tout le monde, Béchi al-Bashir Ahmad, le président soudanais, n'est pas invité. Ceux qui ont été repêchés sont le président Al-Sisi de l'Égypte et puis les autres pays comme le Libéria et le Cap-Vert, Guinée-Bissau ont été repêchés. Mais pour l'Égypte, ça nous surprend beaucoup parce qu'on ne sait pas si c'est une démocratie. Mais voilà, c'est l'actualité du moment. Mais nous n'allons pas parler uniquement de la visite ou la réception que Barack Obama donne à cet père africain à Washington le 4 jusqu'au 6. Mais parlons du livre Jeunes d'Afrique agissant, préfacé par Abdou Diouf, ancien président sénégalais et aussi aujourd'hui secrétaire général de l'OIF, donc ne quittez pas. Une fois de plus, bonsoir. Pour ceux qui suivent l'actualité, ils peuvent se rappeler très bien du discours de Condoleezza Rice à l'université Al-Azhar du Caire. Ça c'était en 2005 et après, 6 ans plus tard, c'était le déclenchement de ce qu'on appelle le printemps arabe. Et maintenant, c'est le discours que Barack Obama vient de donner à un groupe des entrepreneurs ou des jeunes africains qui sont à Washington. Est-ce que ce n'est pas là la déclaration de guerre à beaucoup de chefs d'État africains qui sont restés longtemps? Et il a aussi dit, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de pétrole chez vous, vous pouvez chercher toutes les maisons de lobby qui peuvent changer tout. C'est un peu appeler à la jeunesse africaine de se lever pour arrêter les dictateurs ou les présidents qui restent au pouvoir longtemps. Je ne sais pas, c'est pas plus coïncidence que je reçois Monsieur Zakaria Thiem Touré, vous allez croire, voilà le livre qu'il a écrit, et puis son livre a été préfacé par Abdou Diouf, ancien président sénégalais. Lui au moins, quand il a perdu les élections, il a accepté, il est parti. Il n'a même pas d'abord dit, selon Abdou Diouf, il n'avait pas dit à sa femme, il n'avait même pas dit à son ministre de l'Intérieur pour avoir peur qu'on ne le force à changer de la vie. Mais on ne va pas parler de cela. Mais ce qui me fait plaisir, c'est de recevoir un jeune qui a aussi écrit. Il parle de jeunes d'Afrique agissant. Monsieur Zakaria Thiem Touré, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Monsieur, bon, vous êtes africain. Oui. D'accord, de quel pays? De l'État du Burkina Faso. L'État du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Exact. Ah, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de votre livre, Jeunes d'Afrique agissant, et ça tombe à un moment où le président des États-Unis va recevoir les présidents africains, et il va, avant ça, c'est déjà les préludes de ce qui va s'annoncer. Il a déjà reçu 500 jeunes africains. Selon les Américains, c'est une manière, parce qu'on pense que c'est les leaders de demain, il faudra avoir une certaine, on appelle en anglais, networking. Et il a un réseau, voilà. Dites-nous, en tant que jeune aussi, et quand vous voyez le président américain recevoir 500 jeunes africains et dit ce qu'il a dit, est-ce que c'est un appel à la révolte ou c'est juste un certain genre de conscientisation qu'il est en train de donner à la jeunesse africaine qu'il pense qu'il n'en avait pas? Il me semble qu'il apporte sa contribution à la formation des jeunes Africains. La formation entendue au sens large du terme. Il reçoit des Africains à Washington. Ça fait plaisir à ces Africains-là de voir aussi comment fonctionne une puissance comme les États-Unis, quels sont les principes généraux sur lesquels ce pays-là prend appui pour avancer. Donc en cela, on peut penser que c'est une bonne chose.
Maintenant, il me semble que les Africains eux-mêmes doivent pouvoir tenir un discours de plus en plus responsable face à leur continent, face à leur avenir. Je suis de ceux qui pensent que l'avenir de l'Afrique dépend des Africains, dépend de la jeunesse africaine. C'est cette jeunesse qui est la plus nombreuse, la plus importante. Et la chance que cette jeunesse a, c'est qu'elle est formée aujourd'hui. Elle est formée dans de bonnes écoles. Elle n'a pas de complexe à avoir vis-à-vis des autres. Et il est bon que cette jeunesse puisse porter un autre combat, un autre regard sur les réalités, et pense aussi qu'elle a quelque chose à apporter. Aujourd'hui, de parler donc politique me semble être quelque chose d'essentiel pour les jeunes. Nous avons laissé trop souvent la politique à d'autres personnes. Il est grand temps que les jeunes s'intéressent à la politique et soient eux-mêmes acteurs politiques. Et soient eux-mêmes acteurs politiques. Vous avez écrit ce livre, Jeunes d'Afrique agissant au nom du devenir, de nos valeurs et de l'unité. Avant que je vous demande pourquoi vous avez écrit la signification de tout ça, ouais. Dites-nous, vous avez été ministre dans votre pays. Exact. Quel poste avez été ministre? J'ai été ministre en charge de l'alphabétisation. Alphabétisation. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé d'écrire ce livre de 72 pages? Alors, cette expérience au gouvernement était très enrichissante. Vous participez à la gestion du pays à un très haut niveau. Vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez de votre action au quotidien, et vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire pour continuer cette action, qu'est-ce que vous pouvez faire pour donner un écho, une suite à ce que vous avez essayé de faire. Il me semble que dans la vie, les idées occupent une place très importante. Tout commence par les idées et l'action prend la suite des idées. Et je pensais également que les idées, dans une seule tête, n'ont pas la même valeur que lorsqu'elles sont partagées par un nombre important. Et pour véhiculer ces idées, il fallait, me semble-t-il, les mettre sur papier. Et c'est pour ça que j'ai écrit. Mais j'ai écrit parce que j'avais des convictions à partager avec mes pairs. J'ai écrit parce qu'il y a une situation qui, pour moi, était insatisfaisante et qu'il n'était pas question de continuer à regarder sans rien faire. Il faut essayer d'apporter sa contribution. Voilà pourquoi ce livre a été écrit. Écrit avec une seule ambition, celle de provoquer la discussion, celle de provoquer le débat, celle de provoquer des argumentations cohérentes, parce que quand vous ne débattez pas, argument contre argument, ben, eh bien, vous pensez tous avoir raison. Et finalement, vous n'avez personne qui accepte de faire le pas vers l'autre pour construire ensemble. Comment voulez-vous que l'Afrique gagne si l'Afrique continue à parler de plusieurs voix et que la jeunesse africaine, surtout, n'apprend pas à se connaître? Quelle est la différence fondamentalement entre le jeune burkinabé, le jeune congolais, le jeune camerounais, les jeunes sénégalais ou le jeune béninois? Et pendant combien de temps il faudra encore que l'on nous explique qu'on gagnerait à être ensemble pour être plus fort? On gagnerait à être ensemble pour être plus fort. Je vois que vous êtes un fan de Haile Selassie. Ben, je crois que ce qu'il a dit, regardez, des années se sont écoulées, mais ce qu'il a dit, la fraîcheur de son discours, est encore là pour nous rappeler que l'Afrique n'a pas été créée après les autres continents. Nous avons été créés au même moment. Alors, pendant combien de temps nous allons continuer à nous lamenter et à expliquer que c'est parce que les autres n'ont pas voulu ou que c'est parce que les autres nous ont empêchés d'être que nous ne sommes pas? Oui, je crois que des personnes comme Haile Selassie et d'autres, comme le président Diouf également, qui sont des repères dans notre cheminement politique. La jeunesse africaine a également besoin d'avoir ces repères.
Et je crois que ces personnes-là ont porté des combats, ils ont porté le bon combat, et il nous appartient à notre tour aussi de relever le défi. D'abord, avant que je veux beaucoup me pencher sur votre livre, vous êtes combien de temps ici à Brazzaville? Juste 3 ou 4 jours, je suis venu à l'idée de rencontrer des jeunes Congolais, de partager mon expérience et de participer à cette émission est quelque chose qui entre dans cette logique-là de partager les idées. De partager les idées. Et je veux, sans indiscrétion, vous avez à peu près quel âge, vous? J'ai 37 ans cette année. 37 ans, vous êtes jeune. Et pour être ministre au Burkina Faso, vous avez fait comment pour devenir ministre? J'ai agi d'abord parce que ça fait 2 années quand même que je suis en politique. J'ai appris à connaître, appris à agir. Et j'étais à l'étranger lorsque on m'a fait appel pour intégrer le gouvernement. J'ai dû réfléchir quelques temps avant de faire le grand saut, parce que vous y allez, et puis en plus c'était une situation assez difficile au Burkina Faso. 2011, une crise majeure dans le pays qui entraîne la chute du précédent gouvernement. Un nouveau Premier ministre est nommé, il y a un gouvernement de crise à mettre en place. Et il a estimé qu'il fallait avoir des personnes. Donc vous étiez des pompiers alors pour venir éteindre le feu. Exact. Avec Luc Adoptiao. Exact. Alors maintenant, quand vous dites l'intégration africaine, c'est l'un de vos chapitres, hein, donc vous avez appliqué une stratégie gagnante. Et vous dites l'intégration africaine n'est pas un slogan, mais une audace. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que pendant longtemps, nous avons parlé de l'intégration africaine comme pour se faire plaisir, en se disant il faut que l'on soit unis, mais personne n'y croit, c'est que des mots, c'est un slogan. Vous savez, un slogan en général c'est vraiment pour mettre des gens autour, vous faites plaisir, vous essayez de mobiliser, mais derrière il n'y a pas forcément les actions qui accompagnent cela. En faisant juste une petite analyse, en prenant le cas de l'Afrique de l'Ouest que je connais un tout petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe en Afrique de l'Ouest? On nous dit que nous sommes dans un espace communautaire comme la CEDEAO ou l'UEMOA, et qu'au sein de cet espace, la libre circulation des personnes et des biens est garantie. Vous regardez concrètement pour voir si c'est une réalité ou pas. Et vous voyez que c'est pas une réalité. Et donc j'ai dit que tant que nous allons continuer à regarder les choses avec beaucoup de un peu de légèreté, sans aller en profondeur, on restera toujours en superficie, ça sera un peu de l'écume et on ne sera pas vraiment dans le sérieux et dans la rigueur. Et c'est pour ça que je pense que si on veut faire de l'intégration africaine, on doit être audacieux. Il ne s'agit pas juste de faire des déclarations d'intention, mais il faut qu'il y ait quelque chose de concret qui nous permette d'avancer. D'accord, mais sur le problème de l'intégration africaine, est-ce que vous ne pensez pas que vous mettez d'abord les charrues avant les bœufs? Pourquoi? Est-ce que vous ne voyez pas que d'abord il faut que les États existent d'abord avant qu'on est dans les grands ensembles? Donc peut-être vous ne pensez pas que si ça ne marche pas, c'est parce que les États n'existent d'abord, ils n'existent pas. C'est d'abord, on croit d'abord à sa tribu, à sa famille, la région, la nation. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devait d'abord commencer à créer des vrais États pour qu'un jour l'intégration africaine puisse se réaliser? Cette réflexion est intéressante, mais de quel État parlons-nous? Aujourd'hui, vous voyez bien comment sont construits nos États. C'est sur la base des frontières héritées de la colonisation que nous avons gravées dans le marbre. 1963, Addis Abeba, création de l'Organisation de l'Unité africaine, mais avec les frontières de la colonisation. Et quels sont les États issus de cela? C'est le Congo et la République démocratique du Congo.
des peuples plus que frères, et qui finalement, par on va dire, ce découpage, se retrouvent à se regarder comme étant des étrangers ou à se regarder comme étant pratiquement des gens qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc du coup, ça fait que je serais mais vraiment d'accord avec vous si nos États avaient été constitués sur la base de ce qu'ont été les grands ensembles qui ont été construits avec donc des peuples ensemble. En votre terme, vous voulez peut-être un redécoupage des continents. Alors, exact, mais si on ne peut pas faire cela, est-ce que vous voulez quelque chose comme ça? Alors, l'idée pour moi, dans le livre, lorsque je parle du fraternisme, c'est de permettre aux Africains de se regrouper, mais sur la base de valeurs qu'ils auront choisies eux-mêmes. Oui, c'est ce que je voulais dire. Un redécoupage avec de nouveaux pays. De nouveaux pays. Tout à fait. Le panafricanisme et la négritude inspirent le fraternisme. Exact. Donc, en d'autres termes, vous voulez le redécoupage du continent sur peut-être les royaumes anciens ou des critères anciens. Tout à fait. Et en fait, au lieu de redécouper, parce que ça pourrait être beaucoup plus compliqué, c'est de regarder que certains États, d'accord, sont tellement proches par leur histoire qu'ils pourraient très rapidement se mettre ensemble. Maintenant que l'on puisse fonctionner par bloc, au lieu d'unir l'Afrique en un seul pays, on aura donc différents blocs, des fédérations, et ces fédérations, entre elles, auront un pacte de civilisation. Donc, si je vous entends bien, le royaume du Maroc peut donc dire que oui, le Sahara occidental m'appartient, jusqu'au Sénégal, au nord du Mali et une partie du Niger. Alors, il ne s'agira pas pour les États actuels, tout seuls, de définir quelle est la superficie de leur État. Oui. Il s'agit aujourd'hui sur la base des États qui existent. Parce que ma remise en question des États qui existent se limite au fait qu'on ne peut pas les désintégrer. J'invite les États qui existent aujourd'hui à repenser la théorie de l'unité africaine et de se dire qu'on peut, entre États, se mettre d'accord à 4, à 5, à 6, à 8, à 10 et constituer une fédération. Je ne veux pas vous interrompre dans votre fil d'idée, regardez. Donc si j'entends bien, parce que vous êtes dans une région, les Grands Lacs, oui, y compris la République du Congo, oui, qui a toujours des problèmes. Oui. Donc par exemple, ça ne vous générait pas de demander à la RDC de donner le Nord Kivu au Rwanda et le Burundi et l'Ouganda parce qu'ils ont pas la même culture que les gens qui sont à l'ouest à Kinshasa. Alors, je dirais plutôt que le Rwanda et la RDC se mettent ensemble pour constituer une fédération. Le Rwanda ne sera plus un pays mais un État, la RDC ne sera plus un pays mais un État, d'accord? Ils auront fait une confédération. À ce moment-là, ils ne se feront plus la guerre pour juste un petit espace, puisque ça sera le même pays, ce sont les mêmes intérêts à défendre, plutôt que de continuer dans ce morcellement. Aujourd'hui, on est passé de 53 à 54 États. Les velléités indépendantistes se multiplient. Pourquoi? Parce que chacun veut être propriétaire d'un petit État. Mais un petit État qui finalement ne pèse pas lourd face à ce qu'est aujourd'hui le monde et aux défis que l'on doit pouvoir relever. Donc l'idée, ce n'est pas de repartager nos États, mais c'est que nos États se retrouvent ensemble dans des espaces qu'ils maîtrisent pour être un ensemble plus important. Parce que je suis persuadé que les questions de sécurité et de stabilité de nos États passent aussi par là. Pourquoi aujourd'hui nous assistons à ces levées de boucliers, à ces conflits interminables? C'est parce que nous n'avons pas su véritablement agir sur l'intégration. Nous voulons avoir de petits territoires sur lesquels nous sommes chefs, au lieu d'accepter d'être dans des territoires plus importants, plus sécurisés, parce que lorsque vous êtes beaucoup plus costaud, il est difficile pour une petite poignée de se lever, de prendre les armes pour dire nous voulons revendiquer tel espace. Je crois que ça ne leur viendra même pas à l'esprit. Mais votre thèse là ne tient pas, parce que la RDC c'est un costaud, c'est un géant. Mais il y a un petit, le Rwanda, le défi. Donc ça veut dire que la taille ne compte pas toujours. Alors, ce n'est pas une question que de taille.
lorsque vous avez plus de 2 millions de kilomètres carrés pour ce qui concerne la RDC, pour 66 millions d'habitants, 70 millions, allez, vous vous rendez compte qu'en termes de population pour ce territoire, nous sommes dans quelque chose de totalement inédit. Très vaste territoire pour une population assez limitée. Ou d'ailleurs, la population est vraiment concentrée dans quelques grandes agglomérations, comme Kinshasa. D'accord ? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de se dire, ok, la RDC est un État d'une confédération, à laquelle appartiendrait le Rwanda, le Burundi. Donc, oui, par exemple, le Congo, Brazzaville. À ce moment-là, quel intérêt vous avez à aller faire la guerre pour un petit territoire, puisque tout ça vous appartient, vous êtes dans le même État. Et à ce moment-là, vous avez à profiter de tout cela. C'est-à-dire que l'État donc de la RDC va continuer à fonctionner, mais puisque c'est le même pays, vous avez le même passeport, vous avez la même constitution, vous avez le même chef d'État, d'accord, il vous faut maintenant administrer correctement ce nouvel ensemble qui vous appartient et faire en sorte de pouvoir exploiter suffisamment les richesses pour que la population en profite. Parce que tout ce dont nous parlons, c'est avant tout au nom des peuples. C'est toujours ça qu'il faut garder à l'esprit. Il ne s'agit pas juste de redéfinir pour redéfinir. C'est comment nous sommes capables de trouver des réponses aux problèmes des populations tout en leur assurant une sécurité. Je ne pense pas avoir la science infuse, c'est pas ce que je veux dire. Mais je dis que nous avons pendant longtemps expérimenté quelque chose qui n'a pas permis d'atteindre nos objectifs. Nous avons toujours dit qu'il faut s'unir, mais on n'y arrive pas. Pourquoi ? Peut-être qu'il faut changer de fusil d'épaule à un moment. Essayer autre chose. Oui, mais monsieur, c'est vrai ce que vous dites, mais vous ne voyez pas que l'une des facteurs, parce qu'il voit que vous êtes vraiment un panafricaniste, vous êtes aussi un adepte de la négritude, vous ne voyez pas que l'un des facteurs de l'instabilité dans nos pays, et même qui empêche l'unité panafricaine qu'on prend tant, c'est parce que ces pays-là sont mal gouvernés, c'est des gens qui sont au pouvoir pendant 40 ou 60 ans au pouvoir, c'est une dictature, il y a la corruption. Comment des pays corrompus, dictatoriaux, peut-il aspirer à satisfaire l'individu, comme vous dites, et puis au-delà de l'individu, atteindre l'intégration sous-régionale ou régionale? Vous ne voyez pas que l'un des facteurs qui fait que le panafricanisme, j'ai vu, c'est vraiment un grand panafricanisme, devient une illusion parce que dans nos États, la démocratie ne marche pas, la corruption, le népotisme, toutes les mâles du monde sont ici en Afrique et dans nos pays. Mais c'est la faute à qui? Nous sommes tous responsables de cette situation. C'est les gens qui dirigent ou pas? Pas que les gens qui dirigent, parce que moi je suis persuadé que les peuples méritent leurs dirigeants. Ah, donc en d'autres termes, si un peuple a un dictateur, un voleur au pouvoir pendant longtemps, et il le laisse là, c'est un peuple stupide. C'est que le peuple n'a pas cette lecture de cette personne. Vous, pris individuellement, vous ne laisserez pas quelqu'un pour qui vous avez ce sentiment-là, vous dirigez, vous ne le laisserez pas. Donc, par moment, les commentateurs du moins, peuvent avoir une vision, d'accord, en disant tel pouvoir est corrompu, tel pouvoir... Et je dis, mais si tel est le cas, et que les populations l'acceptent, c'est que probablement elles n'ont pas cette lecture-là. Moi, je ne pense pas que vous pouvez avoir dans un pays une classe dirigeante qui soit totalement coupée des populations et qui reste longtemps. Ça n'est pas possible. Et c'est pour ça que je dis que les peuples méritent les dirigeants qu'ils ont. Mais est-ce que tu ne penses pas que si quelqu'un au pouvoir, il a toute l'armée, il a la police, il a tous les systèmes sécuritaires, il va mater les gens? Donc, en d'autres termes, donc vous êtes en train de joindre Obama qui demande à la révolte des jeunes, parce que quand vous voyez dans votre vous dites, jeunes d'Afrique, agissons. Mais agissons oui. En renversant les gouvernements corrompus. Agissons en faisant comment? En prenant le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, on le fait comment? Il faut, par la démocratie, je crois fondamentalement la démocratie. Et c'est pour ça que il y a déjà des démocraties. Les démocraties où, par exemple, on connaît déjà qui a gagné les élections avant, ou une vraie démocratie? C'est pas une démocratie. Si vous me dites qu'on connaît les résultats des élections avant qu'on ait fait les élections, c'est que c'est pas une démocratie. Une démocratie, c'est que le peuple est appelé aux urnes,
de façon transparente, exprime un choix et ce choix est respecté. Ça, c'est un des éléments de la démocratie. Et dans le livre, je parle des principes forts de ce que devrait être la démocratie pour nous, cette jeune génération. Qu'on ne fasse plus la politique de la même façon, que l'on puisse changer notre logiciel politique. Monsieur Etienne Touré, je m'excuse, je vous interromps, c'est très intéressant de faire une émission avec vous. Quand vous dites qu'on veut un État fort, vous rejoindrez en quelque sorte les déclarations de Obama en 2008. On ne veut pas les hommes forts, mais les États forts. Je pose autrement. Est-ce que c'est normal que dans nos États, on écrit un livre comme le vôtre, comme la Constitution, et on dit que les mandats des présidents, c'est 2 mandats. Et un beau jour, on vient, on dit non, on doit la changer. Est-ce qu'en la changeant, c'est respecter la volonté populaire ou c'est parce qu'on veut satisfaire l'homme fort? Et vous, comme un jeune Africain, vous vous mettez où dans cela? Je pense que la démocratie n'a de sens que si on peut respecter les principes. Lorsque vous avez par exemple un match de football, le match de football n'a de sens que s'il y a des règles connues par les différents joueurs et par les téléspectateurs qui peuvent aussi suivre. Donc ça voudrait dire quoi, en l'occurrence, ramener à la politique? Qu'il est bon que les acteurs politiques se mettent d'accord sur des règles qui sont valables pour tous. Il est bon que les peuples aient également une bonne connaissance de ces règles. Ce qui manque par moment, c'est que les peuples n'ont même pas connaissance de ces règles. Quand on parle de la Constitution dans nos pays, ça concerne les acteurs politiques, d'accord, un tout petit peu leurs militants, et les populations. C'est quand on se retrouve devant des situations de modification de la Constitution que le débat est ouvert et on essaye maintenant d'expliquer ce qui était inscrit dans la Constitution et pourquoi aujourd'hui il y en a qui veulent la réviser et d'autres qui ne veulent pas la réviser. En tout état de cause, ma position là-dessus est très claire. Il y a besoin, pour que des états de droit puissent se mettre en place dans nos pays, il y a besoin qu'on ait un renouvellement continu des responsables politiques. Sinon, l'état de droit ne peut pas être véritablement construit et fort. Donc, la question de la limitation du nombre de mandats est une question fondamentale. Donc, vous êtes pour la limitation des mandats? Tout à fait. Donc, vous êtes un jeune qui est vraiment à la page. Vous n'êtes pas comme les jeunes qui disent qu'il faut toujours changer. Ah non, je ne crois pas en cela, parce que je dis que je ne crois pas non plus à la théorie de l'homme providentiel. Lorsque vous construisez un système en vous basant que sur les hommes providentiels, c'est très difficile, parce qu'un homme est par définition mortel, alors que les systèmes que l'on veut construire sont des systèmes qui doivent pouvoir traverser le temps. En tout cas, ne pas s'accrocher juste à la durée d'une vie. La durée d'une vie pour un peuple, c'est rien du tout. La durée d'une vie pour une nation, c'est rien du tout. Donc vous ne devez pas construire des systèmes en vous basant que sur l'individu. Et c'est pour ça que je crois que nous pouvons... Alors, lorsqu'on dit qu'il faut en Afrique avoir des institutions fortes, c'est vrai que je peux partager cette lecture, mais j'ai une nuance. Je dis qu'il faut que nous puissions avoir des hommes d'honneur pour réussir à construire ces institutions fortes. Parce que les institutions fortes ne peuvent pas se construire seules. Et quand vous dites des hommes d'honneur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, le pouvoir, il n'y a que pour ceux qui ne l'ont pas connu, qui ne savent pas que le pouvoir est quelque chose de très dangereux. On va dire, le pouvoir que ça vous amène toujours dans une situation où vous avez toujours tendance à dire et si je, parce que ça vous met dans des conditions exceptionnelles. Et il faut pouvoir résister à tout cela. Et pour pouvoir résister à tout cela, il faut être un homme particulièrement fort. Il faut être un homme, j'ai dit d'honneur, mais c'est un homme qui est capable de se dire, ok, le pouvoir c'est bon, le pouvoir m'offre des privilèges, le pouvoir m'a permis d'agir, de transformer les réalités des populations, mais à un moment, il faut que je puisse m'en défaire. Et c'est cela qui est le plus difficile au regard de ce que le pouvoir peut avoir comme influence sur les êtres humains. Donc,
il me semble que les institutions ne se créant pas seules, il faut à un moment qu'on ait une vague d'hommes qui soient déterminés, décidés, en se disant, ok, il nous faut passer par là. Mais en même temps, si nos peuples n'accompagnent pas ce processus, parce que très souvent en Afrique, nous avons pensé qu'il fallait juste laisser l'élite dirigeante conduire les choses. Et les peuples sont toujours comme spectateurs, à attendre que. Et moi je pense que l'on ne peut pas laisser les peuples en dehors. Il faut être en dialogue permanent avec les populations pour que l'on choisisse ensemble le chemin que l'on veut emprunter sur la base de règles claires, acceptées par tous et respectées par tous. Il n'y a que comme ça que l'on peut très rapidement mettre le doigt sur des personnes subversives qui voudraient toujours faire un peu de désordre et leur dire et vous ne ferez pas de désordre. Les personnes subversives, que vous dites, c'est quel genre de personnes? Ben, c'est des personnes qui peuvent, lorsque la règle est connue et que l'intérêt général est posé comme étant la boussole, vouloir contourner cela et plutôt regarder des intérêts particuliers que l'intérêt général. Alors que ce qui doit être notre leitmotiv, notre locomotive, c'est l'intérêt général. Et quand vous dites dans votre livre quelque part, la politique pour les délices du pouvoir est désastreuse et amorphe, oui. Que cela veut dire? Bah, écoutez, quand vous vous engagez en politique, vous ne devez pas vous engager pour les privilèges du pouvoir. Vous ne devez pas vous engager autour d'un programme individuel d'enrichissement. C'est vrai qu'il y a des privilèges qui accompagnent le sacerdoce politique, je l'accepte. Mais en même temps, je dis que ça ne doit pas être la principale raison de s'engager en politique ou de rester en politique. Vous devez venir en politique pour un temps, vous faites ce que vous avez à faire, et vous allez partir et aller renouveler vos idées, aller vivre d'autres expériences qui vont être enrichissantes. Ça peut vous permettre de revenir en politique si vous voulez. Mais penser faire de la politique et faire que ça est tellement appauvrissant que je ne crois pas à cela pour l'Afrique. Et donc, quand je dis que les délices, faire de la politique que pour les délices du pouvoir, c'est amorphe parce que c'est pas ça qui permet de changer les choses. Un acteur politique est celui qui peut transformer, est celui qui peut agir, est celui qui peut véritablement changer. Et désastreux, ben pourquoi c'est désastreux? Parce qu'à un moment, l'espoir que vous avez suscité, l'espoir que vous avez soulevé, va se dissiper progressivement. Et les peuples, finalement, sont désabusés. Ils disent la politique ne sert à rien. Mais si la politique ne sert à rien, avec quoi nous allons changer les choses? Parce que toutes les décisions que nous prenons sont des décisions politiques. Et donc la politique doit servir à quelque chose. La politique doit servir à quelque chose, mais il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé, c'est les limites du modèle européen sont instructives. Oui. Mais quel qu'en soit le cas, la démocratie vient de l'Europe, de la Grèce antique, oui. dont la démocratie est mieux qu'un système autocrate, ou des démocraties que j'appelle okapi, qui n'est ni dictatoriale, ni qui ne cautionne pas l'alternance. Alors pourquoi les modèles européens sont instructifs? Pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que les Africains ont la capacité de penser aussi par eux-mêmes le modèle de démocratie qu'ils veulent dans leur pays. Vous pensez qu'il y a une démocratie africaine? Oui, on peut avoir une démocratie africaine. Pourquoi? La démocratie est universelle, monsieur. Il y a des principes universels, mais dans l'application même des choses, vous avez la spécificité de chaque État. Les principes universels, on les connaît, il nous faut les garder. L'élection, parce que quand nous parlons par exemple de la limitation du nombre de mandats, pour moi c'est un principe démocratique. Mais vous avez combien de constitutions encore à travers le monde qui n'appliquent pas la limitation? Mais en même temps, on ne parlera pas de pays non démocratiques, parce qu'on a laissé le peuple décider de limiter ou pas les mandats. La différence avec eux, que les peuples là-bas sont instruits, vous avez dit vous-même, nos peuples ne sont pas instruits. Alors, vous pensez qu'un chef du village, dans un village comme à Sibiti, qui ne connaît même pas ligne et écrit, qu'est-ce que lui a y voir dans le changement de la Constitution? Mais c'est là notre responsabilité. Lorsque nous avons eu la chance d'être instruits, nous avons cette responsabilité-là de pouvoir entraîner les autres avec nous, de partager la connaissance que nous avons avec ces personnes-là. Voyez-vous, quand on fait de la politique, on a souvent tendance à rester dans les grandes agglomérations et à penser que la politique se limite à cela. Ou on a souvent tendance à penser que ceux qui sont dans les villages ne sont bons que pour voter, ils viennent le jour de l'élection,
contre 2 t-shirts et 2 casquettes et on leur demande leur voix. Eh bien, nous sommes responsables de ce désastre. Parce que si nous avions compris qu'il fallait aller expliquer, prendre le temps, utiliser la langue locale pour faire comprendre ce que sont les principes démocratiques, eh bien, ces débats-là ne se poseraient plus. Parce que ce sont ces peuples-là, à ce moment-là, qui parlerait à la place de l'élite. Mais nous avons trop souvent commis ce péché d'orgueil, parce que nous avons été instruits, nous pensons que nous devons faire tout à la place de l'élite. Dans votre terme, on peut appliquer toute la démocratie universelle, oui. Mais on laisse un chef d'État rester comme il veut au pouvoir, mais... Non, je suis de ceux qui pensent, et je le dis clairement, qu'il faut aussi renouveler régulièrement les responsables politiques, parce que c'est ce qui va permettre à l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? C'est un état qui permet de garantir à tous les mêmes droits et les mêmes devoirs, et d'avoir des instruments qui permettent de régler cela. Lorsque vous avez un souci, et que vous devez aller vous trouver réparation, vous plaindre pour que ça soit réparé, eh bien vous ferez confiance au système que s'il fonctionne, que si votre plainte va aboutir, parce que vous verrez que le dispositif est fait pour que ça fonctionne. Mais si ça ne fonctionne pas, vous aurez tendance à explorer d'autres pistes pour trouver réparation. Vous ne ferez pas confiance à l'état de droit. Notre responsabilité dans nos États, c'est de construire des États de droit. Où finalement, parce que je suis fils de ministre, ou je suis petit frère de président, ça ne me donne pas des droits au-dessus du paysan d'Olivier ou d'Italie quelque part, que ça me donne exactement les mêmes droits. Si nous réussissons à faire ça, nous aurons sécurisé nos pays. Aujourd'hui, si nos États sont dans cette fragilité, c'est parce que nous n'accordons pas la primauté à la construction d'un État de droit. Et j'invite les jeunes Africains à repenser notre façon de faire pour avoir des États de droit forts. Et pour avoir des États de droit forts, il y a quelques pistes que je partage dans le livre. D'accord, mais pour conclure, on va rentrer au Burkina Faso. Exact. Vous êtes pour ou non la modification de la Constitution que M. Blaise Compaoré veut le faire? Le parti auquel j'appartiens a pris position clairement là-dessus. C'est quel parti? Parce que nous, on ne le connaît pas. D'accord. C'est l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain. C'est donc l'un des plus vieux partis du continent. Et eux, leur position, c'est? C'est que nous devons respecter la limitation du nombre de mandats présidentiels. Ah, donc vous avez le monsieur avec les Kaboré? Non, il a son parti politique, M. Kaboré a son parti politique, nous avons notre parti politique, et nous avons tenu ce discours bien avant la création de son parti politique. Donc vous êtes contre Blaise Compaoré qu'il change la Constitution? Nous sommes contre la suppression de la limitation du nombre de mandats présidentiels dans notre Constitution. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons encore aujourd'hui et nous l'assumons parce que nous étions encore au gouvernement quand nous avions cette position. J'étais autour de la table du Conseil des ministres quand mon parti a pris cette position et nous l'avons défendue. Donc ce ne sont pas des positions opportunistes, c'est parce que nous avons cette conviction et nous pensons que la politique se fait sur la base de conviction. Donc on peut dire quelque part, c'est Obama qui a plagié chez vous quand il disait que on ne doit pas changer les constitutions dans les pays. Alors, vous voyez, parce qu'il est le président des États-Unis, sa voix aura un écho plus grand. Des petites personnes comme moi, vous avez beau dire ça, à la limite, si on n'a pas M. Smith pour m'interroger pour que j'en parle, ça passera inaperçu. Alors que les Africains eux-mêmes pensent cela et agissent pour cela. Aujourd'hui, il est un relais du discours d'une grande partie des Africains qui pensent cela. Et donc aujourd'hui, que le président Obama le dise, je dis il n'y a rien de nouveau parce que nous, acteurs africains, nous sommes nombreux à avoir ce discours. Maintenant, comment faire pour que nous soyons encore plus nombreux? Puisque la démocratie, c'est aussi la règle du plus grand nombre. Donc j'ai besoin de convaincre, j'ai besoin de vous convaincre, j'ai besoin de convaincre les uns et les autres. Parce que si nous sommes nombreux, à ce moment, nous sommes irrésistibles. Mais tant qu'on restera un petit nombre, c'est nous qui allons faire de la dictature à ce moment-là. Parce que nous allons vouloir, en tant que minorité, imposer notre vision et notre compréhension des choses. Si nous voulons par exemple la limitation du nombre de mandats, moi je suis prêt à prendre le temps nécessaire pour convaincre la majorité de mes compatriotes pour qu'ils soient d'accord avec cela. Pas parce que simplement moi, intellectuel, je pense que c'est bon pour le pays, que c'est bon pour eux, mais parce qu'eux-mêmes auraient
adhérer à cela sur la base des arguments que j'aurais développés, que ceux qui y croient auraient développés, et à ce moment-là, nous serons plus nombreux. C'est cela la règle de la démocratie, que la majorité, que la minorité accepte que la majorité puisse conduire les choses jusqu'à ce que cette majorité devienne minorité. Et on n'a souvent pas la patience de prendre sur nous, de convaincre les uns après les autres, alors que nous avons choisi le suffrage universel. Le suffrage universel, c'est que votre voix est égale à la mienne, quelles que soient les conditions et les positions que nous occupons. Monsieur Zakaria Thiem Touré, c'est un honneur de vous recevoir et j'espère que la jeunesse congolaise va aussi voir que tous les jeunes, on ne les achète pas avec 1000 francs ou 10 000 francs, ils ont la capacité aussi de s'exprimer et donner votre position. Et vous êtes courageux de dire ici que vous ne voulez pas que Blaise Compaoré continue. Supprime la limitation du nombre de mandats présidentiels. C'est une bonne chose, monsieur. Je vous félicite. En tout cas, je fais que ce à quoi je crois et puis je pense que c'est comme ça que nous devons agir, sur la base de nos convictions. J'espère que vous avez rencontré la jeunesse du Congo-Brazzaville, de l'Afrique centrale, le Congo-Brazzaville, Cameroun, RDC. Au moins en RDC, il y a une bonne société civile peut-être, pour qu'ils sachent qu'il faut avoir aussi le courage de dire ce qu'on pense et de ne pas aussi accepter qu'on t'achète toujours avec 10 000 francs ou quoi. Bon, voilà, c'est la fin de notre entretien aujourd'hui avec monsieur Zakaria Thiem Touré. Il est jeune comme la majorité et son livre « Jeunes d'Afrique agissons » a été préfacé par le secrétaire général de l'OIF, pour ceux qui ne connaissent pas ce que veut dire OIF, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, l'Organisation internationale de la francophonie. Exact. Et peut-être pour ceux qui ne savent pas qui était Abdou Diouf, j'imagine, c'était l'ancien président sénégalais qui a aussi perdu les élections face à M. Abdoulaye Wade et il a concédé la défaite. Et aujourd'hui, ça veut dire que être président, ça ne veut pas dire que vous devez être président à vie. Vous pouvez aussi avoir la vie après avoir été président, il y en a beaucoup. Olusegun Obasanjo, John Jerry Rawlings, Bakili Moulouzi, je peux en citer beaucoup, monsieur ici, pour ceux qui sont communistes, l'ancien président de Mozambique, Joaquim Chissano aussi, il n'est plus président, mais il vit bien au Keti, Masseri ou Thabo Mbeki. À vendredi prochain, s'il plaît à Dieu.